Je n'arrive toujours pas à croire que le film dont je vais vous parler aujourd'hui est réalisé par Joel Schumacher, donc le réalisateur de Batman Forever et de l'ignoble, l'horrible Batman et Robin. Si jamais tu tombes sur ce type, fais bien attention. Michael Douglas, Robert Duvall, Chute libre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur Chute libre, sorti en 93 et réalisé donc par Joel Schumacher. Pour moi, peut-être un des meilleurs films des années 90, j'ai bien dit un des meilleurs, et clairement pour moi, le meilleur film de son auteur. Alors, je vous en conjure, si vous n'avez pas vu encore ce petit bijou qui est Chute libre, quittez la vidéo, vous reviendrez me voir après parce que je vais absolument spoiler tout le film. Il y a toujours quelque chose qui m'étonne quand je regarde Chute libre pour la 10e, 15e, 20e fois, c'est ce truc de pouvoir arriver à s'attacher, alors attention, s'attacher, je mets quand même des grosses guillemets, à cet anti-héros parfait. Parce que c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, on a eu beaucoup d'anti-héros. Je pense par exemple au Parrain, qui à sa manière est un anti-héros. Je pense même peut-être limite à Norman Bates, qui est un total anti-héros. Mais on arrive quelque part à s'attacher à lui. Là, le truc, c'est qu'avec le personnage interprété par Michael Douglas, qui s'appelle Defense, c'est-à-dire qu'on ne connaît même pas en début de film son vrai nom, il va falloir quand même s'attacher un tant soit peu à lui, parce qu'on va voir le film à travers son prisme à lui. On va suivre ses aventures à lui, même si, attention, dans Chute libre, ça va être contrebalancé par une autre vision, par la vision de Prendergast, c'est-à-dire le policier à la retraite interprété par Robert Duvall, mais qui lui aussi connaît des drames. Il a une femme dépressive, il a perdu une petite fille quand elle avait 2 ans, mais quand même, on va contrebalancer en fait cette vision d'anti-héros par un espèce de pseudo-héros qui va être incarné par cet inspecteur. Mais évidemment, pour la majorité du film, on va devoir suivre le périple de Michael Douglas. Et c'est vrai que je me pose toujours la question, quand Michael Douglas lit le scénario, je me dis, mais comment il a dû appréhender le personnage et se dire comment je vais essayer de le rendre un tant soit peu attachant, surtout que on aura les révélations de pourquoi il fait tout ça et d'où il vient ce personnage qu'au dernier tiers du film, lors de la séquence où Prendergast va aller chez la mère de Defense, de Michael Douglas. Là, on va connaître son vrai nom, il s'appelle William Foster, et on va comprendre, entre guillemets, pourquoi il a fait tout ça, tout simplement parce que ça fait 1 mois qu'il ne travaille plus, il s'est fait licencier, il vit chez sa mère, il était exclu qu'il puisse approcher sa fille et son ex-femme parce qu'il pouvait avoir un comportement violent, mais il est clair qu'on nous révèle que c'est un homme qui a été rejeté par la société. Et la chose la plus improbable encore dans Chute libre, c'est que son costume est devenu quasiment iconique. C'est-à-dire que ce personnage est devenu totalement iconique, pourtant avec un costume qui détonne un petit peu avec la tenue vestimentaire des années 90. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'un mec encore ancré un peu dans les années 50-60, avec sa coupe en brosse, avec ses lunettes, très style années 60, sa chemise blanche, sa cravate, limite on verrait presque le badge et les stylos, et avec son attaché-caisse, avec sa mallette. Mais la force du jeu de Michael Douglas, qui va totalement incarner ce personnage, et évidemment lié aussi à l'écriture du scénario, font de ce personnage un personnage totalement iconique, c'est-à-dire que tu pourrais presque te pointer dans une soirée d'Halloween déguisé en Defense. Ah ouais, tu t'es déguisé en personnage comme dans le film Chute libre. Mauvaise journée. Vous tournez en rond. L'économie vous stresse. Et d'ailleurs, le film commence sur un fabuleux plan séquence de la caméra qui part de la bouche de Michael Douglas et qui va filmer en gros l'ensemble de l'embouteillage dans lequel il est pris. On va entendre des sons d'enfants qui hurlent, les gens qui gueulent dans leur voiture, les gens qui klaxonnent. Là, on a une véritable mise en situation de ce que c'est qu'un embouteillage quand on commence un peu à y prêter attention et qu'on est au bord, finalement, au bord de l'implosion. Un rien peut nous faire exploser. La preuve, il est dans sa voiture, il fait chaud et même une mouche le fait carrément péter les plombs. Il sort de sa voiture et là le but c'est de rentrer chez lui. Mais il a tellement pété les plombs qu'une situation anodine, une situation du quotidien, une situation banale, un truc qui pourrait arriver à toi et à moi, déboule en véritable drame parce qu'il a véritablement pété un câble. Les années 90 vous minent. Qu'allez-vous faire ? Et on nous la montre d'entrée de jeu lors de la scène de l'épicerie chez le Coréen où Defense a envie de téléphoner mais il n'a pas de monnaie sur lui.
et il veut juste avoir de la monnaie. Mais qu'est-ce qu'on lui dit là? On lui dit, pour avoir de la monnaie, eh ben, il faut acheter. C'est exactement la même chose. Si toi demain tu te pointes dans un bar et que tu as envie d'aller aux toilettes, bah, le mec est capable de te dire, mec, il faut consommer avant d'aller aux toilettes. On est dans le problème du pur capitalisme et c'est ce que te montre le film, bien évidemment. Le but de Chute Libre n'étant pas de te faire la morale en permanence, c'est un film, c'est pour ça que je le trouve admirable, c'est parce que c'est un film qui te laisse penser ce que tu as envie de penser et au moment auquel tu as envie de le penser. C'est-à-dire que c'est un film qui va tout le temps flirter avec le politiquement correct et le politiquement incorrect. Et cette scène-là est totalement représentative de ce qu'a aussi envie de dénoncer le film, c'est-à-dire le capitalisme à tous les niveaux, avec un personnage qui estime qu'un coca à plus de 85 cents, c'est trop cher, et que lui, il veut se faire justice lui-même en rabaissant les prix. Alors évidemment, il y a un côté un peu détestable du personnage dans cette scène, parce que tu ne peux pas te pointer dans un magasin et faire toi-même les prix, mais on te fait comprendre aussi que le non-encadrement des prix dans certaines enseignes est clairement abusif. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est exactement ça. Mais le mec n'est pas réellement un voleur, puisqu'il va rabaisser le prix et qu'il va effectivement acheter son coca et non pas voler le coca comme il aurait pu le faire vu qu'il était en position de force. Et c'est là où tu te dis que le personnage interprété par Michael Douglas est vraiment complètement taré et surtout très imprévisible. Oubliez la mallette! Qu'est-ce qu'un blanc, chemise blanche et cravate viendrait faire dans la zone? Il va même remettre en question le mode de vie des racailles du coin, puisqu'il passe sur un de leurs territoires et il s'aventure dans dans les quartiers défavorisés de Los Angeles. Et surtout, ce personnage va réellement faire peur à ces deux fameuses racailles. Et c'est là où tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine scène s'il arrive à impressionner deux caïds dans les bas-fonds de Los Angeles? Alors au départ, je parlais de la fameuse mallette et cette mallette va finalement être un peu une symbolique de ce qu'est le personnage, c'est-à-dire qu'au début, il ne veut pas se débarrasser de cette mallette alors qu'il n'y a rien dedans. Il y a un sandwich, une pomme et c'est tout. Et pourquoi il y a ça? Ça on le saura à la fin du film, parce qu'en fait c'est un homme qui ne part pas travailler, en gros, qui fait semblant de partir travailler, qui a envie de se rattacher à cette idée qu'il va travailler alors qu'il est clairement au chômage, et sa façon à lui de se rattacher à ça, c'est de garder sa mallette. Mais à un moment donné du film, il va atteindre un tel point de non-retour, en tout cas un premier point de non-retour, qu'il va la lâcher sa mallette, et ça va se révéler dans une scène où il traverse un parc en fait avec que des gens défavorisés, et le truc c'est qu'il va laisser la mallette à un clodo qui lui demande, il n'y a rien dedans, et c'est à ce moment-là où il se débarrasse de sa mallette, où en gros il se débarrasse de son ancienne vie pour devenir le véritable taré qu'il est en train de devenir. Plus on observe les méfaits de Michael Douglas, plus le personnage lui augmente en puissance dans la folie, et plus justement il se débarrasse de son ancienne identité, et il devient le véritable homme qui part véritablement en guerre, là pour le coup, contre la société. C'est de ça que je vous parle. Tournez-vous, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dodu, c'est juteux, 10 cm d'épaisseur. Alors, il n'y a personne qui pourrait me dire d'où vient l'erreur? Et évidemment, une des scènes les plus mémorables à ce niveau-là, c'est évidemment la scène du McDo, où Joel Schumacher, un petit peu manipulateur et d'ailleurs assez bon réalisateur à ce niveau-là, il va filmer cette séquence en l'étirant énormément, en suscitant la peur, en suscitant l'angoisse, parce que quand même, on ne lui sert pas son petit déjeuner. À partir de 11h30, on ne sert plus de petit déjeuner au McDo, c'est terminé. Et le truc, c'est qu'il va carrément sortir un gun, il va dire que le client est roi. Donc déjà, tu as un premier fossé qui se crée entre l'américain moyen qui revendique en gros ses droits de consommateur, mais qui va être soumis à une entreprise avec ses règles, et lui, ces règles, il ne les supporte plus en fait. Je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus de petit déjeuner après 11h30. Dites-moi, on ne vous a jamais dit le client est roi? Et il va sortir ce gun dans le resto, et là tu te dis, il peut se passer n'importe quoi, vu ce qui s'est passé avant. Vu ce que le personnage est capable de faire, tu te dis, il peut peut-être même tirer sur des gens, etc. Et donc là, Joel Schumacher va pas aller jusque-là, mais il va étirer cette scène, même jusqu'à polémiquer sur le rendu du fameux burger, quand il dit, regardez cette chose infâme et ratatinée, etc. Ça ne correspond pas à ce que vous me vendez sur le produit. Donc on va étirer encore un petit peu d'angoisse dans cette scène, et au passage, on va évidemment critiquer la publicité mensongère et le consumérisme. Une séquence qui va nous donner des indices en gros sur le personnage, c'est quand il va voir un employé d'une banque dire « ça fait 7 ans que je travaille dans cette banque et je ne suis plus économiquement viable » jusqu'à ce qu'il se fasse embarquer par les flics. Et là, Defense va scruter ce personnage, va se voir, il y a carrément un effet de miroir avec ce personnage qui nous, en tant que spectateurs, nous donne un indice parce qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé par rapport à ça. Alors on se doute bien depuis quelques séquences que c'est un personnage qui est au chômage et qui ne va plus travailler du tout, mais disons que l'expression « je ne suis plus économiquement viable » résume totalement le personnage de Michael Douglas. Il a une propension à la violence.
crois qu'il est en dérangement. Et une des meilleures séquences dans Chute Libre, c'est évidemment la séquence chez le fameux néo-nazi que le néo-nazi prend sous son aile, qu'il planque en croyant que c'est son ami, qu'il est de son côté. Et c'est là où le film est très fort, c'est qu'il met bien une scission, une différence entre les deux personnages. Le personnage du néo-nazi qui ne supporte pas les homosexuels, qui est dans la nostalgie du nazisme, où on exterminait des peuples, des religions, des ethnies, et ce fameux néo-nazi croit que ce Defense, avec ses méthodes, oui, extrémistes, il est de son côté. Et Defense lui répond, en tout cas William Foster, puisque c'est son vrai nom, lui répond que non. Il n'est pas du tout de son côté. Ce n'est pas parce que ce personnage est beaucoup politiquement incorrect et qu'il ne fait pas des choses moralement bien pour la société qu'il est un néo-nazi. Ce n'est pas parce que des fois tu ne vas pas aller dans le sens du poil que ce que la société te dit de faire que d'un seul coup, ça y est, on peut te comparer à un néo-nazi. Et cette scène marque bien cette distance-là, c'est très important. Et c'est aussi important pour certains spectateurs extrémistes qui seraient tentés de se dire que finalement ce personnage, on pourrait le rallier à quelconque régime fasciste. Non, la force de ce personnage de Defense, c'est justement qu'il n'appartient à aucune secte, à aucun parti politique. Lui, le truc, c'est qu'il part en guerre contre la société, qu'elle soit communiste, qu'elle soit capitaliste, qu'elle soit tout ce que tu veux. Lui, ce qu'il veut, c'est régler ses comptes avec les choses qui ne lui plaisent pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il appartient à un groupe, et c'est pour ça que ce personnage est fascinant. C'est parce qu'en fait, c'est un électron libre. On ne peut pas le mettre dans une case, on ne peut pas le mettre dans un quelconque parti politique, parce que justement, ce personnage est presque quasiment même, je dirais, anarchiste, à sa manière de remettre en cause tous les travers de la société. Et le truc, c'est qu'il va même aller jusqu'à tuer ce fameux néo-nazi, et là, il franchit le deuxième point de non-retour, parce que là, il tue carrément un homme. On a un cinglé avec un sac bourré d'armes. Il est à Hollywood en ce moment, il va vers l'ouest. Pardon, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas que vous qui avez besoin de téléphoner. Et la preuve en est, il est capable de foutre la merde tout autant dans un McDo où les gens n'ont pas forcément d'argent, qu'aller sur un terrain de golf, et pareil, foutre la merde tout autant, et laisser même des vieux crever. En fait, c'est un personnage qui n'a aucune barrière idéologique, qui n'a aucune règle en lui à ce moment-là du film. C'est peut-être quelqu'un qui en avait avant, mais vu qu'il a été totalement rejeté par la société, qu'on l'a viré de son travail alors qu'il travaillait au ministère de la Défense, qu'il avait un poste important, là, il en a plus rien à faire. Pour lui, riche, puissant, dominant, dominé, il s'en tape complètement. Lui, il règle ses comptes, point barre, avec tout ce qui lui plaît pas. Et ça va se traduire bien évidemment lors de la scène finale où il retrouve son ex et sa fille. On sent que là, il a encore plus pété les plombs qu'avant. Il les menace même d'un flingue. Et Prendergast arrive à serrer William Foster. Il le met en joue et il finira par le tuer. Mais avant de mourir, William Foster nous fera réfléchir une dernière fois, car il dit en gros, c'est moi le méchant. C'est-à-dire qu'effectivement, il a commis tous les méfaits que toi tu pourrais pas faire en une journée, c'est juste impossible. Mais le truc, c'est qu'il nous fait quand même remettre en question notre propre morale en nous disant, est-ce vraiment de ma faute si j'ai fait tout ça? Et il dira, moi je pensais être utile à la société parce que je travaillais au ministère de la Défense, donc je pensais être quelqu'un d'important, mais non, en vérité dans cette ville, on en fait plus pour ceux qui font de la chirurgie esthétique. Et quelque part, c'est vrai. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Et c'est là où on peut s'arrêter 2 minutes et comprendre, éventuellement, je dis bien comprendre avec des grosses guillemets, parce que je serais incapable de faire ce qu'il a fait en une journée, mais juste de comprendre peut-être, oui, les motivations du personnage. En tout cas, on nous laisse réfléchir et on te laisse penser ce que tu as envie de penser à ce moment-là. Et c'est pour ça que je considère Chute Libre comme un grand film, c'est-à-dire que c'est un film qui, oui, va être des fois moralisateur, et puis des fois, il va s'arrêter, il va être ambigu, et il va te dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport au parcours du personnage, qui est un personnage totalement rejeté, et donc qui va plonger dans cette chute, mais qu'il faut peut-être essayer aussi de comprendre les racines du mal de gens qui tourne mal. Mais ça ne veut pas dire non plus les excuser en permanence. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Chute Libre, un film pas politiquement correct, c'est clair, mais un film terriblement efficace, superbement bien filmé, ça se passe en jus de journée, il fait chaud, on sent la chaleur, c'est assez phénoménal, même le rendu en termes d'atmosphère sur ce film-là, là pour moi, Joel Schumacher, il s'est vraiment dépassé. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez quand même vu la vidéo, bah, je vous le recommande, regardez ce film. C'est un des films que je trouve les plus efficaces et qui raconte beaucoup de choses, qui n'est pas juste un simple film d'action ou un thriller. En fond, il y a énormément de choses à dire sur ce film, donc je vous le recommande chaudement. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'oubliez pas de vous rendre aussi sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.